Je reviens d'un café philo qui s'est tenu à la mairie du 3e arrondissement, et je retrouve les mêmes défauts, c'est-à-dire l'importance excessive du langage. Par exemple, on a parlé du travail. Et le mot travail en français n'a pas du tout les mêmes connotations étymologiques qu'en anglais, ou qu'en russe, ou qu'en hébreu. Et donc, est-ce que ça fait sens de réfléchir sur le sens du mot travail en français pour fonder une réflexion philosophique? C'est complètement ridicule. Il y a par exemple en français le mot qui travail renvoie à la notion de tripalium, de sorte de joug. Donc c'est vraiment la personne qui est soumise, qui est subalterne au travail. C'est pas donc employer le mot travail en français aujourd'hui pour désigner des activités plus nobles me paraît aberrant. Il faudrait réserver ça au mot travail. De même qu'il y a d'autres mots en français comme œuvrer, comme le labeur. Le labeur, c'est aussi un synonyme de travail ancien. Pourquoi ne pas travailler aussi sur le langage français, le français ancien? Si on doit travailler sur une langue, autant l'appréhender globalement dans son histoire. Le mot œuvre vient du latin opera, opus, c'est-à-dire qui veut, etc. En anglais, work, ça désigne non seulement le travail, mais ça désigne aussi ce qui fonctionne. C'est-à-dire que it works, it doesn't work, ça ne marche pas. Bon, si je dis ça ne travaille pas, ça ne va pas. Donc le mot marcher fait partie, en fin de compte, du champ sémantique du mot travail en français. Alors qu'en anglais, c'est le même mot qui veut dire working. Work, c'est à la fois le travail et c'est le fonctionnement. Et en allemand aussi. Sauf qu'on a deux verbes, werken et wirken. Et ça veut dire quelque chose aussi d'efficace, qui fonctionne bien, qui est fiable. En russe, rabot, ça donnait le tchèque, ça correspond, ça donnait le mot robot. Le mot robot vient du slave. Et en hébreu, avoda désigne aussi, curieusement, le culte. Avoda zara, le culte. Avoda, c'est rendre un culte à quelque chose, mais c'est aussi le evet, c'est-à-dire c'est l'esclave. Et le mot esclave, en français, n'est pas lié au mot travail, même s'il y a le mot travailleur qui existe. D'ailleurs, les Anglais nous ont pris le mot labeur, puisqu'ils ont le labour, labor, qui est un parti politique qu'on traduit en français par travailliste. Donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que trop souvent, la philosophie, aujourd'hui en tout cas, je ne me ferai pas historien de la philosophie à ce moment-là, la philosophie est une espèce de commentaire, de paraphrase du langage parlé par le groupe en question. Les connexions sémantiques qui sont en vigueur, de manière plus ou moins subconsciente d'ailleurs, dans la langue maternelle qu'on a appris, et je trouve ça tout à fait inacceptable. Alors c'est vrai que il y a des choses, il y a une sagesse intrinsèque, il y a un savoir intrinsèque à la langue. Alors croire que le philosophe est là pour explorer de façon philologique en quelque sorte, ça fait un petit clin d'œil à Nietzsche, qui était d'abord philologue, pour explorer philologiquement, étymologiquement, le sens des mots, je crois que c'est un peu limité pour définir la philosophie. Et c'est un peu gênant cette histoire. Euh, alors quelqu'un m'a répondu ce soir m'a répondu, ah oui mais voilà, on emploie le mot travail dans tel et tel sens. Ah oui, peut-être qu'on l'emploie dans tel et tel sens. Peut-être qu'aujourd'hui on l'emploie dans tel et tel sens. Mais qu'est-ce que ça peut me faire, moi, qu'on l'emploie dans tel et tel sens? Est-ce que ça m'impose une réflexion philosophique qu'on emploie ce mot dans un sens beaucoup plus ouvert, qui ne respecte plus l'idée d'un travail subalterne, d'un travail inférieur, d'un travail sous le joug, sous le tripalium, et qu'on puisse parler de travail à un niveau plus noble? Je pense qu'il faut avoir des mots différents. Et apparemment, le français, d'ailleurs, de manière générale, il ne semble pas que dans les langues que je viens de citer,
on distingue aujourd'hui le travail noble du travail subalterne, du travail ancillaire. Alors là, il y a une espèce de démagogie ou de démocratie du langage qui est assez étonnante, mais peut-être que je me trompe, mais voilà, quelqu'un, n'importe qui, du moment qu'il fait quelque chose, on va dire, il travaille. C'est complètement ridicule. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à l'astrologie, bien entendu. Parce que les relations qui existent comme ça entre deux savoirs, c'est très intéressant. Un savoir qui est à la traite de l'autre, qui se veut le calque de l'autre. Vaste débat. Et je crois qu'au contraire, l'astrologie n'a pas à être à la traîne de l'astronomie. Beaucoup d'astrologues croient que c'est nécessaire. Beaucoup d'astrologues considèrent que la vocation même de l'astrologie est d'intégrer et de donner du sens à tout ce que l'astronomie nous prouve, ne serait-ce qu'en tout cas qu'au niveau du système solaire. Et ben, je n'ai aucune raison. Le fait d'être le fait de faire référence quelque part à notre savoir, bien sûr que la philosophie ne peut pas se passer du langage, bien sûr que l'astrologie ne peut pas se passer de l'astronomie, mais elle doit garder ses distances, elle doit même préserver sa qualité, son intégrité, sa pureté. Et alors dans le cas de l'astrologie, ça paraît relativement facile. Au niveau de mes recherches, en tout cas, je vois bien quelles sont les dérives qu'il faut corriger. Il faut corriger effectivement certaines dérives et refonder l'astrologie dans un rapport bien sûr au cosmos, c'est évident, c'est inévitable, mais un rapport au cosmos qui est un cosmos qu'elle a elle-même retravaillé, pour rester dans la terminologie de travailler, dans ce sens-là qui me paraît intéressant d'ailleurs. Retravailler quelque chose. Alors, donc l'astrologie a retravaillé l'astronomie, elle en a pris quelques éléments, moi je préfère le mot instrumentalisé, mais le mot retravailler n'est pas mauvais. Elle a retravaillé l'astrologie, elle en a pris ce dont elle avait besoin, ce qui pouvait lui être utile, et quand on dit qu'elle se conforme, que l'astrologie se conforme au cosmos, c'est une façon de parler. Elle se conforme à un cosmos qui lui-même a été retravaillé, qui lui-même a été repensé, qui lui-même a été restructuré. Donc ce n'est pas une conformité au cosmos, c'est une conformité à un cosmos qui lui-même a été réformé, repensé. C'est pas la même chose, on ne joue pas sur les mots. Alors, de la même façon, concernant la philosophie peut effectivement, doit probablement avoir été marquée par le langage, et le langage est peut-être effectivement porteur d'une certaine philosophie, mais je crois d'abord qu'il faut absolument avoir une approche polyglotte de la question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut désenclaver, déjà ce serait très sain, très salutaire, il faut désenclaver le travail philosophique d'une langue donnée. Il faut l'ouvrir à plusieurs langues. Il faut décrire un champ sémantique qui soit plurilingual. Et à ce moment-là, comme je viens de le voir tout à l'heure, on a un schéma beaucoup plus large. Donc effectivement, je dirais, la linguistique peut aider l'astrologie à se libérer justement de la contrainte d'une langue particulière, en, en, en abordant la question du langage par-delà la langue que nous parlons. Donc, effectivement, je crois que c'est important, par exemple, ça aurait été important de signaler ça, de même qu'il aurait été important de rappeler comment le mot a pu évoluer dans la langue française, comment certains mots ont pu disparaître ou pu apparaître, etc. Parce qu'autrement, c'est beaucoup trop étriqué. Alors, bon, je reconnais que la langue française a le droit de se construire comme elle l'entend, mais jusqu'à un certain point. Je pense que déjà sur le plan grammatical, c'est très discutable. Je pense qu'il faut réformer la langue française pour qu'elle retrouve une cohérence et une intégrité lexicale. Et en ce qui concerne la sémantique, eh bien, il y a aussi des carences à corriger. Là, par exemple, il y a dans bien des domaines, le français est très puissant. Dans bien des domaines, il y a des racines qui sont extrêmement porteuses, comme par exemple les racines qui sont liées au verbe prendre, au verbe mettre, etc. Et qui n'ont été empruntées que partiellement et incorrectement par d'autres langues comme l'anglais ou l'allemand, qui
qui ont créé des langues hybrides en leur propre sein. C'est-à-dire des langues où tantôt il y a une racine, tantôt il y a une autre racine. Donc le français, alors c'est assez amusant parce que un des points faibles, un des maillons faibles justement de la langue française, c'est le mot travail, justement, qui est un mot très particulier, qui a très peu de racines, très peu de passerelles sémantiques, étymologiques, et donc quelque part, alors on pourrait aussi employer, on disait le mot emploi, qui est un mot très intéressant aussi. Vous voyez où il faut créer une constellation de mots pour à peu près cerner la signification d'un mot, de façon à ne pas être victime des aléas que la langue a pu subir. Alors pourquoi effectivement le mot travail a-t-il ce statut malheureux en français? Ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais les effets sont fâcheux. Les effets sont fâcheux parce que on emploiera le mot travail à toutes les sauces, alors que quelque part ça nous empêche de justement distinguer entre différents niveaux de travail, entre notamment le travail en tant qu'automatisme. Le mot robot, c'est un mot qui veut dire automatique. Il y a un travail automatique qui est celui de la machine, qui est celui de l'animal. L'animal au sens de le bœuf, le cheval, qui sont des outils qui précèdent la machine dans bien des cas, ou qui, en tout cas, oui, c'est ça. D'ailleurs, on dit des chevaux vapeurs pour désigner le CV, pour désigner la puissance d'un appareil, une voiture notamment. Donc, effectivement, il y a ce monde subalterne qui est aussi le monde de notre corps, de nos appareils digestifs, nos appareils cardiaques, etc., cardiovasculaires. Bon, tout ça, c'est inférieur, c'est le monde inférieur. Et le travail, c'est tout ce qui se passe dans le monde inférieur et qui se passe dans ce que j'appelle la subconscience, c'est-à-dire qui est sous-jacent. Tout comme les esclaves dans une société également font, à Athènes, on sait très bien qu'ils font fonctionner la machine, ils font fonctionner la société, mais ils ne sont pas intégrés pleinement à la société, ils ne le sont que par que par le bas, que par le... et d'ailleurs, parfois, j'aime bien... oui, ils sont, ils sont en calque par rapport, parce que quelque part, culturellement aussi, les gens d'en bas ont tendance à calquer les gens d'en haut. C'est une façon de lire la table d'émeraude. Voilà, donc il y a un rapport entre le haut et le bas de la société, tout comme il y a un rapport entre le monde sublunaire et le monde et le ciel. Bon, il y a cette même problématique. Notre âme et notre esprit, n'est-ce pas? Soul and spirit, etc. Soul and body. Bon, donc effectivement, il y a là un déficit. Et je crois que c'est très intéressant, de même que j'ai signalé à de nombreuses reprises des déficits au niveau de l'astrologie, à commencer par exemple par la disparition des étoiles fixes royales, qui déséquilibre totalement, qui rend complètement bancal les disciplines astrologiques. J'en ai cité bien d'autres. Par exemple, on ne peut pas comprendre la notion d'ascendant en astrologie si on ne comprend pas qu'au départ, c'était l'étoile qui se levait à la naissance, et non pas un signe zodiacal. Après, les anti-astrologues comme Brémorel ont beau jeu de nous dire que l'ascendant, ça ne veut plus rien dire, etc. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai signé l'autre jour une causerie en disant l'astrologie doit-elle être jugée pour ce qu'elle est devenue ou pour ce qu'elle a été. Ça veut tout dire. Donc, effectivement, euh, la philosophie peut suivre la piste du langage, mais elle a tout intérêt à ne pas s'enfermer dans une langue donnée qui peut, sur ce point-là, sur un mot particulier, peut avoir un défaut, peut avoir une faille, et c'est le cas dans le mot travail. Dans notre cas, c'est plutôt l'inverse. Dans notre cas, le philosophe qui travaille sur la langue anglaise va avoir des failles qu'il va devoir compenser par les références au français, mais il faut une approche interlinguistique de la philosophie. De la même façon que il est important, et cette approche interlinguistique permet de compenser, de pallier, de se vacciner contre un certain nombre de carences qui peuvent se produire à un moment donné dans le tissu morphosémantique d'une langue. Et, donc, voilà ce que je dirais, ce que je n'avais pas dit jusqu'à présent, effectivement. Je m'étais resté sur la question de la déformation de certaines règles de prononciation en français ou de la formation des articles définis
en français, etc. Enfin, il y avait pas mal d'erreurs que j'avais relevées, mais il faut aussi être vigilant. Et alors le pire, c'est que j'avais relevé les décalages et les insuffisances sémantiques de l'anglais, mais je n'avais pas perçu qu'il y avait aussi des insuffisances sémantiques en français. Et le mot travail, c'est un exemple même d'une carence, et c'est d'autant plus intéressant que c'est un mot qui fait beaucoup débat. On a parlé récemment de la loi travail, du droit du travail, et c'est un mot qu'il faut absolument oxygéner, réactiver, redéfinir, redéployer, en le complétant par d'autres formes de travail, à moins d'utiliser des adjectifs pour compléter, pour compenser. Mais j'ai toujours pensé que le mot travail, en français, finalement, était le parent pauvre de la langue française.